Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée à l'actu du streaming, des séries, des plateformes. Il y en a plein de séries en cette rentrée, vraiment on ne sait plus où donner de la tête. Et Netflix non plus, visiblement, puisque Netflix nous a joué un mauvais tour dans l'été, mauvais tour dont ils ont pensé qu'on ne se rendrait pas compte, en disant tiens, on va le passer comme ça, et en fait non, évidemment, tout le monde l'a vu. Et je vais vous poser une question, on va essayer de deviner un petit peu tout ça. Les œuvres d'hier sont-elles toujours regardables aujourd'hui ? Voilà le thème de cette émission, vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas un leak du prochain sujet du bac philo, je vous rassure. C'est la question que s'est donc posée Netflix visiblement cet été au moment de censurer un épisode de Mad Men, donc la série culte sur le monde de la pub. Pourquoi ils l'ont censuré cet épisode ? Parce qu'il y a un blackface dedans. Donc un blackface, on va juste rappeler ce que c'est. C'est quand effectivement un personnage se grime, se maquille, se colore la tête en noir pour imiter une personne afro-américaine, en général à des fins de moquerie, hein, c'est rarement quelque chose de très positif. On va essayer de disséquer cette question-là importante sur ce que deviennent les œuvres quand elles sont dans d'autres mains que celles qui les ont produites. Qu'en pensent mes deux bacheliers du jour, j'ai envie de dire. Ils sont deux, donc Margot Barallon. Salut Margot. Salut. Journaliste indépendante, spécialiste des séries. On te lit toujours dans le magazine 3 couleurs en cette rentrée. Exactement. Et en train de préparer sa dissertation, je le vois, il est déjà en train de préparer sa introduction. C'est bien son genre. C'est Florian Kess. Salut Florian. Salut. Florian, journaliste série pour le magazine et le site de Tétu, toujours. Ça n'a pas bougé pendant l'été. Toujours là, c'est parfait. Merci à tous les deux d'être là. L'intro est faite, la problématique est posée. Il ne reste plus qu'à argumenter, j'ai envie de vous dire. C'est parti. Comme dans toute bonne disserte de philo, on attaque avec la partie 1. Je disais donc, ça s'est passé pendant l'été. Netflix a enlevé un épisode, carrément. Ils n'ont même pas censuré juste la partie, ils ont enlevé un épisode de l'intégrale de Mad Men dans son catalogue. Alors Mad Men, donc, je disais, série culte, diffusée de 2007 à 2015 sur la chaîne AMC. Netflix en a acquis les droits très récemment. Ils ont repris tout Mad Men, ils ont vendu ça comme l'intégrale Mad Men à retrouver sur Netflix, donc évidemment les gens étaient ravis de pouvoir revoir cette série, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait 91 épisodes, sauf que il y a 92 épisodes de Mad Men, donc le compte n'est pas bon, et on s'est rendu compte que c'était l'épisode 3 de la saison 3 qui avait été tout simplement supprimé, au motif donc qu'il y avait un personnage qui fait un blackface dedans. Il se peint en noir pour caricaturer une personne afro-américaine. On va disséquer cette scène, puisque vous l'avez vu tous les deux, cet épisode. Est-ce qu'on peut la décrire un petit peu ? Je veux dire, ce qu'il y a dedans, Margot, concrètement, c'est quoi ce blackface ? Dans quel contexte il intervient dans cette série ? Alors, dans mon souvenir, c'est une sorte de garden party, en fait, chez le personnage de Sterling, qui est en fait un des associés de Don Draper, le personnage principal. Donc, Don Draper vient à cette garden party avec son épouse, et Sterling se donne un spectacle, en fait, et chante une chanson qui s'appelle My Old Kentucky Home. Et il est effectivement grimé en personnage noir, donc il a vraiment du cirage sur la tête, c'est un blackface. Et ce qui se passe, et c'est important de le préciser, c'est que ça fait un peu rire l'assistance, voilà, il se donne vraiment un spectacle, et Don Draper, lui, est assez gêné, et il va partir et se réfugier, comme souvent dans Mad Men, au bar, pour aller boire un petit coup, mais il est très gêné et il part. Voilà. Ça, c'est pour décrire la scène. Ça, c'est donc la scène en question. Et donc, Netflix a choisi purement et simplement de ne pas mettre cet épisode dans l'intégrale. Florian, est-ce que tu comprends ce choix ? Est-ce qu'il te paraît logique, démesuré ? Je comprends la logique derrière, mais c'est pas pour autant que je pense que je la soutiens. Je la trouve pas forcément très intelligente. Pour moi, ce que ça traduit, c'est surtout un peu un nivellement par le bas de la conscience du public, un petit peu. En gros, c'est comme si on partait du principe que le public est trop bête et ne va pas comprendre, enfin ne va pas arriver à mettre en contexte la série et dans ce cas-là le blackface. Et puis tout simplement, c'est aussi un non-respect de l'œuvre en fait en elle-même, parce que comme tu dis, l'intégrale c'est 92 épisodes, il y en a un en moins. Dans cet épisode, il y a le blackface certes, mais il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui permettent en fait à nourrir la trame et à la comprendre. Quelqu'un qui découvrirait Mad Men là sur Netflix aujourd'hui, et on lui souhaite d'ailleurs, c'est quand même une excellente série. Totalement. Manquerait quand même des petites parties de l'intrigue, et il va regarder l'épisode 4 de la saison 3 après l'épisode 2 et il va se dire putain, mais il y a un truc quand même, non ? Ouais, c'est ça. Non, c'est une décision que je peux entendre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fait beaucoup plus attention à tout ce qui est jugé comme problématique, donc c'est-à-dire qui peut porter atteinte à la considération, à la représentation et à la visibilité des minorités. Donc ça peut être les femmes, ça peut être les personnes noires, les personnes LGBT.
c'est bien d'avoir conscience de ça, mais revenir sur une œuvre qui a déjà été construite, qui a déjà été regardée, qui a déjà été analysée aussi, je pense pas que ce soit très très intelligent. La solution serait peut-être plutôt une recontextualisation en fait de l'œuvre plutôt qu'une censure. On va en parler effectivement, c'est une solution pour laquelle ont opté d'autres plateformes. Tu parlais un peu effectivement du contexte de politique, sociale, etc. Aux États-Unis, c'est très tendu quand même aujourd'hui. Les questions raciales, les questions sociétales sont quand même pas tabou parce qu'on en parle, mais sujet à de vives tensions. On le voit dans les débats encore qui ont eu lieu pour l'élection présidentielle. Est-ce que Netflix n'a pas surréagi justement pour éviter de son côté les surréactions de gens qui seraient acharnés? On sait un peu l'acharnement par exemple du camp républicain parfois sur ce genre de questions ou inversement des associations de défense. Oui, enfin, moi je rejoins totalement Florian. La solution qui a été trouvée, elle est hyper insatisfaisante. D'abord parce que c'est un non-respect de l'œuvre, effectivement, mais aussi et surtout parce que en réalité, c'est pas parce qu'il y a un blackface dans une série qu'on trouve ça bien. En l'occurrence, c'est pour ça que je m'attachais à décrire la scène comme ça. Le point d'entrée du spectateur, même si c'est un personnage très ambigu et très mystérieux, c'est Don Draper. Et sa réaction, et il n'est pas le seul par ailleurs dans l'assistance, c'est quand même d'être gêné et de dire non mais en fait moi je m'en vais. Et c'est vraiment sous-estimé par ailleurs le travail des scénaristes et notamment du showrunner Matthew Weiner de Mad Men, qui eux, en fait, toute la série parle de l'Amérique des années 50-60, une Amérique qui est profondément raciste, qui l'est toujours aujourd'hui, mais a fortiori, dans ces années-là, on faisait des blackface vraiment sans se prendre le chou pour savoir si oui ou non c'était une représentation raciste. Le fait de le montrer ne veut pas dire qu'on le valide. Le fait que le personnage qui fasse un blackface ne se repente pas ne veut pas dire que ce n'est pas déjà remis en contexte dans la série. Il y a certaines plateformes, me semble-t-il, qui ont opté pour le fait de mettre un carton au début de l'épisode. On est déjà dans quelque chose de plus approprié. Mais la série elle-même a déjà un regard critique sur le blackface. Donc pour moi, c'est un contresens absolu. C'est oblitérer le regard des scénaristes et des showrunners sur cette question-là. Ce qui est intéressant, c'est que Netflix, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils avaient déjà censuré en 2020 un épisode de la série Community. Alors, série totalement différente de Mad Men, série plutôt sitcom, drôle. Il y avait aussi eu un blackface, un personnage qui, dans une scène de Donjons et Dragons, était venu arriver. Donc, c'était le personnage joué par Ken Jeong, qui est arrivé totalement grimé en noir et se justifiant en disant « J'incarne un elfe noir dans Donjons et Dragons, donc je ne me suis pas en noir ». Petit malaise auprès de ses camarades qui regardent le truc. Mais là, pareil, on voit le malaise des gens, donc on se place plutôt du point de vue des gens qui le jugent, qui disent bah non, on fait pas ça, c'est juste du racisme en fait. Et donc il y a un des personnages qui, je crois, dit est-ce qu'on va juste tous faire semblant d'ignorer le crime de haine qui est en train de se passer dans cette pièce, quoi. C'est encore une fois Netflix, c'est visiblement une fois, deux fois, c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'on peut pas se dire ils ont juste fait ça, voilà, par hasard. Quand même, il y a une volonté chez eux de ne pas montrer ça, d'oblitérer cette question quand même. Mais c'est surtout qu'il y a un curseur qui a été placé particulièrement sur ce qu'on peut montrer et ce qu'on peut pas montrer. Enfin, Netflix, c'est de manière un petit peu arbitraire aussi. C'est-à-dire que quelques années plus tôt, je sais plus quelle année c'était, mais il y avait aussi 13 Reasons Why, qui avait carrément retiré une version, enfin une scène où on voyait donc le suicide. Production Netflix, que pour le coup, les deux dont on vient de parler, ce sont des productions extérieures. Donc en fait, Netflix s'en fout, mais en tout cas moins d'intérêt en jeu. 13 Reasons Why, c'est un autre bon exemple que tu mentionnes. C'est que c'est une série qu'ils ont produite, qui a été acclamée par ailleurs. Exactement, ouais. Et c'est par ailleurs la scène de fin de la première saison. Et pas non plus une scène pas importante, j'ai envie de dire, c'est une scène extrêmement importante. C'est la scène clé du récit, en fait, que je trouve ça justement important de la montrer, parce que c'est... Alors oui, c'est pour choquer, mais c'est pour choquer pour une bonne raison, je pense, pour sensibiliser le plus possible. On rappelle que c'est une série qui parle du suicide, de la dépression, du personnage principal, exactement. Et d'avoir... Pour moi, c'est un contresens complet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un curseur qui a été mis sur ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on va censurer, qu'on ne va pas vouloir montrer, mais d'autres où, par exemple, Netflix serait totalement OK. C'est-à-dire que les actes de violence, par contre, vont être banalisés. Une scène d'agression sexuelle, on pourra la montrer. Donc, j'ai du mal à saisir un peu la stratégie Netflix sur où sera la limite, en fait. Où est-ce qu'elle va se situer. Et je comprends, on va dire, un petit peu les craintes aujourd'hui, comme on a dit, par rapport au climat qui peut être tendu dans certains pays, et surtout que Netflix est quand même diffusé à l'international.
mais je pense pas en tout cas que les solutions qui ont été proposées jusqu'ici soient les plus intelligentes de leur part, et je pense que ça va plus créer un backlash qu'autre chose, parce que ça casse la confiance en fait avec les abonnés qui se sentent peut-être pris pour des personnes stupides au final. Et par ailleurs, on va les accuser de cancel culture, en fait, de tout supprimer sous prétexte qu'il y a des choses un peu gênantes, alors que les œuvres s'inscrivent dans un contexte historique et les œuvres racontent quelque chose. Après, moi, je suis pas d'accord sur 13 Reasons Why. Je trouvais que la scène était horrible. Et par ailleurs, ça a été quand même mesuré. Il y a eu une hausse des suicides chez les adolescents aux États-Unis après la diffusion de la série. Donc, moi, je pense qu'il y avait d'autres manières de représenter le suicide. Alors, de fait, ils n'ont pas retourné. En fait, ils ont vraiment remonté l'épisode sans la scène où on la voit se suicider. Et pour avoir travaillé en tant que journaliste quand même sur ces problématiques, c'est vrai que ça ressemblait trop à un petit précis de comment faire. Et c'est ça qui a gêné. Et moi, je comprends que ça a été très gênant. Après, faut-il tout supprimer ? Je suis pas certaine, mais là pour moi en tout cas, c'était une façon de montrer les choses. Voilà, on aurait pu dès le début faire plus intelligent que montrer ce suicide comme ça. Alors, ça, c'est la stratégie Netflix de remonter ou de supprimer des choses. Il y a, effectivement, vous en avez tous les deux parlé, une autre stratégie qui existe. C'est notamment celle de Disney+. C'est de placer un message d'avertissement, donc assez classique. On le voit, par exemple, aussi au cinéma, devant certains films, à la télé aussi beaucoup, de mettre des avertissements. Donc, avant les contenus qu'ils jugent potentiellement offensants. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qui juge que c'est offensant. C'est un comité chez Disney qui est mis en place pour ça. C'est le cas, par exemple, de pas mal de classiques Disney qui ont été tournés il y a 40, 50 ans dans un autre siècle, une autre époque, notamment La Petite Sirène, notamment Les Aristochats, où il y a des personnages, Peter Pan aussi, qui sont jugés caricaturaux d'une certaine ethnie, d'une certaine race, d'un certain pays, etc. Notamment dans Les Aristochats, on peut penser... c'est le chat asiatique, on va dire, je sais pas comment l'appeler, mais qui joue son nom. Alors non, ce n'est pas les Siamois, c'en est un autre. C'est celui qui joue avec des baguettes et il a des grandes dents et des petites lunettes rondes, etc. Il a un accent, il chante une chanson dans le film. Voilà, qui est un personnage, effectivement, à un moment il se met une cymbale sur la tête qui fait un peu penser à un chapeau chinois. Bon, voilà, on est clairement dans le cliché absolu de la personne asiatique. Peter Pan, ça concernait plutôt les Indiens, qui étaient représentés les peaux rouges, avec vraiment la peau très rouge et une façon de parler quand même un peu désuète, voire complètement d'une autre époque. Donc aujourd'hui, il y a un message sur Disney+, qui s'affiche avant le film. Alors je vous lis juste la phrase qui moi m'intéressait. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif, avec un lien qui renvoie vers la espèce de FAQ, j'ai envie de dire, de foire à questions, de comment Netflix gère ces questions-là et met en avant le Disney+, gère ces contenus-là. Est-ce que ça vous paraît être ça la bonne solution ? Ça me paraît plus intelligent que ce que fait Netflix. Après, moi je trouve le message un peu hypocrite. Moi j'aurais fait... embauchez-moi Disney pour faire vos petits cartons, mais non, j'aurais fait quelque chose de un peu moins guimauve, dans le sens où ce qu'il est important de rappeler, c'est que effectivement ça s'inscrit dans une époque où on faisait moins attention. Pas besoin de dire qu'on essaie de bâtir un futur plus inclusif. Je suis pas sûre que ce soit vraiment l'objectif numéro 1 de Disney. Mais ça n'est que mon avis. Oui, surtout qu'il pourrait être attaquable là-dessus quand on voit les productions qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Justement, donc c'est pas forcément le plus smart, je pense, en termes de stratégie globale. Mais en effet, en tout cas, de recontextualiser comme ça, en rappelant dans quel contexte justement a été créée l'œuvre et les valeurs qu'elle véhiculées peut-être à l'époque qui ne font pas écho à celles d'aujourd'hui. Oui, je pense que c'est la solution aujourd'hui en tout cas, et ça montre en tout cas qu'il y a un dialogue à établir, avec le public, et que c'est mieux qu'une censure, globalement. Si je suis un peu cynique, est-ce que j'aurais dire que c'est une question d'argent ? Parce qu'on l'a dit, Netflix, en fait, Mad Men, c'est pas eux. Ils le diffusent et en fait, ils sont déjà contents d'avoir 91 épisodes sur 92. Et en fait, les gens qui veulent vraiment voir Mad Men, ils n'auront pas trop le choix, ils vont aller le voir là-dessus. Et tant pis s'il manque un épisode. Disney+, ils enlèvent La Petite Sirène, ils enlèvent Les Aristochats, ils enlèvent Peter Pan. C'est quand même, alors c'est pas tout le catalogue, mais si on commence à passer tous les classiques Disney à la moulinette, il y en a beaucoup qui vont disparaître purement et simplement si on les censure. Donc ils n'ont pas intérêt eux à faire ça, c'est leur catalogue à eux. C'est aussi ça qui fait que les parents s'abonnent à Disney+ pour leurs enfants, pour avoir tous les classiques Disney, et ça facilite la vie. C'est quand même plus facile quand c'est pas son contenu. C'est sûr, il y a une logique financière évidente. Après, je trouve c'est plus facile certes, mais du coup c'est d'autant moins respectueux.
Je veux dire, des blackface, par exemple, il y en a eu aussi dans la série 30 Rock, qui a été faite par Tina Fey. Et Tina Fey a elle-même demandé aux plateformes de retirer 4 épisodes, donc pas rien. Oui, c'est beaucoup. Je ne connaissais pas cette histoire. Donc il y a beaucoup de blackface dans une seule série. Mais elle l'a demandé. Donc elle reconnaît déjà que ces blackface-là n'étaient pas contextualisés dans la sitcom. C'était de la pure... c'était censé être de la pure comédie, que ça ne se justifie pas, que c'est offensant, et elle décide en tant que créatrice de demander à ce qu'on les retire. C'est pas la même chose que de s'aborder une œuvre que vous n'avez pas vous-même produite. Il y a aussi la question qu'on parle de South Park, qui est quand même un peu l'exemple type de cette série ultra provocante, qui l'a toujours été. C'est pas nouveau, on découvre pas que South Park en 2024 a fait des choses qu'on n'aime pas trop voir. Pendant des années, ça a fait rire tout le monde. C'était devenu une espèce d'idole d'internet. Tout le monde se refilait les épisodes, machin, quand on pouvait pas les voir. D'un coup, les plateformes de streaming arrivent, se disent il y a peut-être un filon à récupérer ce truc-là parce que les gens vont venir s'abonner chez moi. Et en fait, ils se rendent compte que mais celui-là, je peux pas le diffuser, sinon je me fais avoir. Celui-là, c'est pas possible. C'est une des séries les plus censurées aujourd'hui, South Park. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que ces séries continuent de vivre avec des contenus qui sont quand même, genre South Park, on parle de zoophilie, on parle de choses quand même qui vont extrêmement loin à l'écran, qui sont mais c'était le principe, c'est le concept de cette série. Et puis alors, elle est quand même beaucoup censurée par des pays qu'on n'a pas trop envie d'imiter, quoi. La Chine, la Russie, parce que ça se moque de Poutine ou de je ne sais qui en Chine, où ça parle tout simplement de thématiques que la Chine ne veut absolument pas aborder. En réalité, il y a aussi un moment où, je pense, pour revenir à ce que disait Florian au début, qu'il faut quand même faire un minimum confiance aux spectateurs et spectatrices. Je trouve ça très intéressant sur les Disney de mettre un message, parce qu'on va s'adresser à des enfants qui, justement, n'ont peut-être pas ce recul-là. Et encore, en réalité, le message, il est incompréhensible pour des gamins. Il faut que ce soit leurs parents qui leur expliquent. Mais si on se met à censurer toutes les séries un peu politiquement incorrectes, on va vite. Et oui, et puis même le message renvoyé globalement, c'est quoi? D'autant que des séries qui plaisent à tout le monde. L'échelle morale, ou j'ai envie de dire l'échelle de valeur des sociétés évolue chaque année, tant Exactement. mieux. Et de fait, ce qui est acceptable, ce que nous on juge inacceptable aujourd'hui en 2024, peut-être que ce que nous on produit actuellement dans certaines séries, je pense par exemple à Game of Thrones ou des séries comme ça qui sont sorties il n'y a pas si longtemps, peut-être que dans 10 ans, on n'est pas à l'abri que Game of Thrones soit censuré quelque part. C'est déjà le cas, en Chine notamment. Oui. Donc oui, évidemment, c'est quand même le problème. Même lors de la diffusion des dernières saisons de Game of Thrones, on critiquait déjà le début, où pour le coup, en termes de violence sexiste et sexuelle, il y a eu la dose, quoi. Bien sûr, en termes de ce que ça montrait, etc. Mais peut-être qu'il faut revenir à la question de base qu'on posait au début, c'est de savoir... Qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres qui ont vieilli, qui sont parfois des grands classiques, des choses qui, entre guillemets, pas qu'il faut voir, on n'est pas obligé de voir quelque chose, mais je pense à Autant n'emporte le vent, qui est aussi une œuvre dont on parle beaucoup quand on parle de censure ou de films un peu moins regardables aujourd'hui, avec des scènes un peu compliquées, des personnages afro-américains quand même pas vraiment mis en valeur, voire complètement caricaturés. Comment est-ce qu'on fait pour que ces œuvres elles continuent de vivre aujourd'hui ? Je pense qu'il faudrait déjà tout simplement qu'on enlève ce rôle un petit peu d'intermédiaire et ce droit de regard qu'ont les plateformes de streaming sur les œuvres dont elles acquièrent les droits, en fait. Là-dessus. Ouais, je pense que le problème, c'est que elles arrivent en fait entre vraiment le public et les créateurs, et du coup elles viennent un peu interférer et brouiller en fait juste la confiance qu'il pourrait y avoir et tout simplement le rapport du respect de l'œuvre en fait qui est construit tout simplement. Donc en fait, je pense qu'il faudrait pouvoir se dire que si une plateforme de streaming prend les droits d'une œuvre, elle accepte de la diffuser dans son intégralité et assume le contenu en fait qu'elle va proposer. Donc après, ça nécessite les rappels avec la recontextualisation qu'il peut y avoir, évidemment. Mais si jamais la plateforme n'est pas prête à faire ça, je ne comprends pas très bien. Je ne trouve pas ça légitime qu'elle ait les droits de diffuser la série en question. Margot, d'accord avec ce point de vue, il faut que toutes les œuvres puissent continuer d'être vues d'une façon ou d'une autre. Oui, et parce que les œuvres, encore une fois, nous renseignent sur une époque aussi. Le fait qu'à un moment, dans La Petite Sirène ou dans Les Aristochats, on ait pu faire ces caricatures, ça montre aussi le chemin qu'on a fait finalement. Et je trouve ça... presque au sens patrimonial du terme, je trouve ça très intéressant. De la même manière qu'on ne va pas se priver d'Autant en emporte le vent, qui est basé sur un livre qui raconte, ça se passe au début, pendant l'esclavage est en place, ça raconte la guerre de sécession. C'est impossible en fait historiquement, ça a une valeur tout ça, et je trouve ça très intéressant. Et c'est très intéressant aussi parce que ça montre justement aujourd'hui le chemin parcouru.
Et il faut que ces œuvres puissent être vues et comprises aussi par les jeunes générations, avec effectivement des explications, ou peut-être ça peut passer par des... Exactement, et même les gens s'éduquent aussi, mais parce qu'en fait, sinon, honnêtement, on ne montre plus rien. Si vous prenez les James Bond, je suis hyper fan des James Bond, mais quelle misère, comment étaient représentés les soviétiques. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Ceux des années 60 sont effectivement un peu compliqués à regarder aujourd'hui. C'est très compliqué, mais en fait, le fait que ce soit un humour nul, par exemple, mais en soi, c'est une information. Et le fait que les choses aient vieilli leur enlève parfois tout le charme. Et dans ce cas, on se dit, c'est quand même intéressant qu'à l'époque, ça ait été vu sans poser de problème. Et il faut assumer le fait, justement, qu'on s'éduque aussi en regardant ce type de contenu. Et ça nous permet effectivement d'avancer, nous aussi, en tant que société, quelque part, de réapprendre des erreurs du passé pour éviter de les reproduire. Débat passionnant. Écoutez, je vais vous donner une mention, très bien. Vous avez été quand même très bon. Pas les félicitations. Okay. Ça, on va voir pour les séries de la semaine. Il est dur. Ouais. Attention, il reste la partie 2. On peut se rattraper. Voilà, les séries de la semaine arrivent. On va voir si Florian peut décrocher les félicitations du jury. Allez. Tu vas avoir un petit peu de temps pour préparer ta copie, puisque je vais commencer avec la série de Margot, mais je sais que tu l'as vue aussi, donc tu vas pouvoir en parler. C'est la première production française d'Apple TV+. Oui. Première production 100% française. Il y avait eu des choses qui avaient été coproduites ou tournées. Des choses. On ne donnera pas le nom de ces choses ici, on ne peut plus les revoir. Désolé Apple là-dessus. Qui a un rapport, parce que c'est le monde de la mode. En l'occurrence, cette série, c'était The New Look, qui se passait à Paris pendant l'occupation, qui racontait l'histoire de Christian Dior. Cette fois-ci, ça s'appelle La Maison. Ça se passe dans le monde de la mode, mais aujourd'hui, série fictive, avec beaucoup de ressemblances avec le monde réel, encore une fois, mais totalement fictive. Beaucoup d'attentes sur cette première série française d'Apple. Margot, t'en as pensé quoi ? Eh bien, moi, j'ai été complètement happée par cette série. Donc, c'est 10 épisodes. On met un peu de temps à rentrer dedans, il y a beaucoup de personnages. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de séries sur la mode cette année. Il y a eu The New Look sur Christian Dior, il y a eu Balenciaga sur Balenciaga et Becoming Karl sur Lagerfeld. Et c'est la première série moderne sur la mode. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas dans le rétro. C'est pas un portrait de couturier. Exactement. Et en fait, ça rappelle que la mode est avant tout, aujourd'hui, un business. Et en fait, c'est plus proche de Succession que de toutes ces petites sœurs sur la mode. Il y a vraiment des enjeux de rachat, d'OPA. Donc, c'est l'histoire de la maison Ledu, qui est une maison centenaire, en crise, puisque son directeur artistique, Vincent Ledu, voit des vidéos de lui tenant des propos racistes, pour rester dans notre thème. Tout ça est finement préparé, les liens partout dans cette émission. Donc il faut le remplacer un peu au pied levé, et il y a un autre requin d'un groupe concurrent, Madame Rowell, jouée par Carole Bouquet, qui veut absolument racheter Ledu. Et donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant dans ce que ça raconte des enjeux de la mode aujourd'hui, parce qu'il y a ces enjeux financiers, il y a aussi les enjeux environnementaux, puisqu'on va essayer de remplacer le fameux Vincent par une jeune styliste qui, elle, ne bosse qu'avec du recyclé et tout ça. Il y a plein de personnages. Alors, c'est pour ça que je dis ça met un peu de temps à se mettre en place, mais après il y a des dynamiques qui sont très intéressantes, et surtout c'est une série hyper maline qui maîtrise parfaitement les codes du format sériel. Donc vous avez les rebondissements, les cliffhangers qui font que vous avez envie de regarder l'épisode suivant. Ce qui est tout à fait approprié dans cette émission, ma foi. Florian, je sais que tu l'as vu aussi, donc moi j'ai un truc avec Apple TV, c'est que j'aime beaucoup Apple TV. C'est un peu cliché de dire ça maintenant, mais tout ce qu'ils font, c'est quand même assez quali. Ils font peu de choses par rapport aux autres, mais toujours très quali, même si aujourd'hui, ils ont un peu augmenté leur production. Est-ce qu'on retrouve la qualité des séries d'Apple dans cette série française ? Ou est-ce qu'elle est encore trop française quelque part? Je pense que c'est un petit peu ça, oui. Je pense que c'est ça qui va rebuter peut-être certains, le côté un petit peu trop français en termes de mise en scène et peut-être de dialogue, aussi d'incarnation un petit peu. On est quand même sur quelque chose qui est quali, je trouve, ça on peut le dire. En termes de vision, on sent quand même qu'il y a du budget qui a été mis aussi dans cette série, ça se ressent à l'écran, et notamment c'est le milieu de la mode, et donc il y a quand même l'opulence qui va avec, donc il faut la montrer, et la série le fait très bien. Ils habitent tous dans des appartements. Incroyable. Sur les Champs-Élysées, visiblement. Évidemment. Le siège de Rowell, qui est en fait le siège de Renault, je crois, à Paris, sur près de la scène musicale. L'île Seguin, de mémoire, il me semble. Ouais. Et franchement, c'est très beau. C'est beau à voir, en tout cas. C'est quand on habite Paris ou qu'on aime Paris, c'est vrai qu'il y a quand même des aspects intéressants. Tu as mentionné Succession, en termes de comparaison. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, dans les dynamiques, un peu les luttes de pouvoir, etc. J'ai trouvé qu'on était aussi quand même beaucoup plus vers du Dallas, peut-être, qui est un truc très régressif, je trouve un côté très soft qui est de plus en plus assumé au fil des épisodes et au fil de la saison. Et c'est
assez jouissif en fait de voir une série française qui décide d'y aller pleinement dedans au fil des épisodes, qui assume ce côté-là avec vraiment des méchants qui sont des méchants, qui dans les dialogues on le voit, il y a un côté limite un petit peu Disney avec le personnage de Carole Bouquet qui est derrière son bureau, qui manigance et tout ça. C'est pour peu qu'on accepte en fait ce côté limite camp en fait de cette série, on arrive à plonger dedans et en fait c'est juste du kiff totalement. Avec quand même, on est bien aidé, il faut dire, pour rentrer par ce casting qui est quand même pour une série. Encore une fois, là, la qualité, elle est peut-être aussi dans ce casting. On a donné quelques noms: Lambert Wilson, Carole Bouquet, Pierre Deladonchamp. Le nom m'échappe du neveu, mais qu'on avait vu dans 120 battements par minute. Antoine Reynard. Antoine Reynard, exactement, qui joue aussi dans cette série. Zita Enro, qui joue la jeune styliste écolo qui va un peu bousculer tout ça. Enfin, il y a vraiment du très beau monde. Moi, j'ai vu que les 2 premiers pour l'instant. Je suis en train de regarder. Je suis pas totalement séduit pour l'instant. J'attends d'aller au bout. Visiblement, il faut persévérer. Il faut persévérer un peu, mais je trouve, dès que le 3e épisode commence, pour moi, la série se lance complètement. J'en suis au 2, donc je vais pouvoir démarrer mon visionnage au 3. Donc ça s'appelle La Maison, première série française d'Apple TV+, sera à voir à partir du 20 septembre sur la plateforme. Ne ratez pas cette sortie événement. Florian, c'est ton moment. C'est le moment d'obtenir la félicitation du jury. Et tu t'es choisi en plus un sujet pas forcément évident, parce que on va tous reprendre soit un coup de jeune, soit un coup de vieux, c'est à voir. Un coup de vieux. Véronica. Et oui, série sous-cotée, je trouve, en France, et qui mérite d'être regardée aujourd'hui. Alors oui, elle a pris un coup de vieux aujourd'hui. Et qui peut être revue, parce que c'est donc ça l'actu. Elle peut être revue. C'était pas forcément évident. Elle est sur M6+. C'est ça, gratuitement. Du coup, il n'y a pas de raison de ne pas la regarder. Série qui avait eu quand même une histoire assez folle et assez inédite, je trouve, dans le monde des séries. C'est-à-dire qu'elle a eu 1000 vies quand même. D'abord, première diffusion de 2003-2006, donc avec 3 saisons à l'antenne sur un network classique. Ensuite, la série s'arrête sur une sorte de fin ouverte où il y avait beaucoup de choses en fait qui n'étaient pas résolues. Quelques années plus tard, une campagne de crowdfunding qui est lancée pour financer un film. Le film sort, ça amène des nouvelles intrigues et ça arrive à en clore certaines. Après ça, il y a des romans, mais qui ne marchent pas trop parce que pas forcément, les gens ne vont pas forcément s'intéresser au bouquin. Et un revival, donc une saison de 8 épisodes sur Hulu aux États-Unis, qui arrive en 2019. Donc il y a quand même une histoire, enfin cette série et ce personnage, du coup, parce qu'on le voit grandir donc, au fil des époques. Est fascinant. Donc l'histoire d'une jeune femme apprentie détective qui prend exemple sur son père qui est donc un cabinet de détectives dans la ville de Neptune. C'est une petite ville, fausse ville du coup de Californie, où se joue pas mal d'enjeux donc de lutte des classes. Véronica appartient à la classe plutôt basse, donc plutôt modeste, mais qui s'infiltre un petit peu dans ces classes hautes et elle va essayer donc elle résout les problèmes des riches au début, mais ça va plus loin que ça. Et ce qui est important, je crois, avec Véronica Mars, qu'il faut le rappeler, c'est quand même une série qui a été assez en avance sur son temps. Par exemple, la saison 3 se focalise sur un violeur en série sur un campus américain. Et c'était avant MeToo. Et la série, je trouvais un propos en fait, qui pourrait résonner avec justement la période post-MeToo. C'est une série qui est intelligente et c'est un personnage qui l'est encore plus. Je trouve que c'est un personnage féminin, on peut le souligner, mais juste même un personnage à lui seul qui est hyper riche, qui est fascinant, qui a une histoire incroyable et qui... je sais pas, j'ai pas vu à ce jour de personnage que j'ai trouvé aussi creusé et aussi ambivalent. T'es en train de dire que Véronica Mars c'est le meilleur personnage de série de tous les temps. Ouais, je vais le dire. Et ouais, je le dis. Damn, je le dis aujourd'hui. Il fait tout pour aller chercher les félicitations du jury. Voilà, il faut provoquer le jury là. Écoute, le jury est provoqué, le jury est séduit. Le jury va revoir. Ça donne envie effectivement de voir cette série que j'ai vue ado comme tout le monde, quoi. Et j'avoue qu'à l'époque, c'était pas forcément ma cam. C'était sympa à regarder quand on rentrait de l'école. Mais je pense qu'il faut la voir avec. Je pense que c'est avec l'âge qu'on l'apprécie un peu plus. Un peu comme Buffy, dont on avait parlé la saison dernière, qui était un peu une série qu'on regardait, on picorait un épisode par-ci par-là. Peut-être que la revoir d'un coup comme ça aussi apporte un nouvel éclairage. Merci Florian pour cette reco. Je donne les félicitations du jury à tout le monde. De toute façon, le bac est donné aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde a le bac. Vous avez le bac philo en poche. Bravo à tous les deux. Merci Margot. Merci beaucoup. Donc Florian. Merci. On se retrouve pour nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'épisode suivant. D'ici là, vous pouvez rattraper les podcasts, le replay, tout ça partout. Vous avez l'habitude maintenant. À la semaine prochaine.